Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On arrive donc en fin de semaine. J'espère que elle a été agréable pour vous cette semaine. Vous avez passé une très bonne semaine en tout cas. Et j'espère que le week-end sera tout aussi agréable. En tout cas, nous, on espère qu'on va vous faire passer un bon moment, même si on va parler d'un sujet qui n'est pas vraiment agréable, puisqu'on va parler des pathologies de l'ODIR, l'obésité, diabète, hypertension et insuffisance rénale. On le fait dans Cosmo Réunionnais. Non, non, c'est bon, on m'a dit maintenant, redonne-moi le décompte. Alors, pour en parler, on reçoit sur ce plateau, on va commencer par les dames. Elodie, non, Elodie Léard arrivera tout à l'heure. Angélique Técher d'abord, bonsoir. On Bonsoir. va parler également avec Julie Lorette, qui est diététicienne, Bonsoir. bonsoir. Et Bruno Bourgeon, que tout le monde connaît, puisqu'il est assez prolixe dans la presse et sur les réseaux sociaux. Bonsoir, docteur. Vous êtes également néphrologue. Bonsoir Gismus, je suis néphrologue, je travaille à l'ORAR et donc on va parler un peu de l'insuffisance rénale et ses Et j'adore conséquences. toujours poser cette question. C'est quoi un néphrologue? C'est un médecin qui s'occupe des reins. Ouais. Les reins, pas le dos, pas les D'accord. nerfs, les Ouais. reins. Vous voulez une petite anecdote là-dessus? Ouais. Donc quand j'étais jeune interne en néphrologie, je disais donc dans les dîners parisiens, où j'étais étudiant à Paris, je disais, moi je suis néphrologue. Il m'a dit, ah bon, vous soignez les nerfs? Non, je soigne les reins. Ah, le dos? Non, non, les reins. Voilà. Ouais. Pour ça, je disais toujours, il faut être toujours très pratique et très précis dans ce qu'on dit parce que les gens n'ont pas toujours la notion et surtout pas en médecine parce que ça reste un milieu, je dirais, loin pour beaucoup de monde. Alors, on parle de cet événement qui a lieu donc, qui me rappelle les dates, le 6, le 9 Du 6 au 9. septembre, donc Ouais, du 6 au avec 9 septembre. un rendez-vous sur le 9, un rendez-vous sur Le front de Saint-Leu, mer de Saint-Leu. le fondement de Saint-Leu, et il y aura donc un petit village où il y aura beaucoup de monde. Alors, quand on parle, alors je vais poser la question d'abord aux médecins, l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale, c'est quelque chose de particulier à La Réunion ou... Alors, c'est particulier à La Réunion dans la mesure où on retrouve les chiffres d'incidence et de prévalence de ces quatre affections à peu près les mêmes que dans le sud des États-Unis ou que dans d'autres régions outre-mer françaises, comme par exemple à Tahiti, où là-bas c'est plutôt le diabète qui prédomine. Mais ce que je voulais insister, c'est sur sur l'acronyme même. O, c'est obésité, mais l'obésité n'est pas directement n'est pas directement responsable d'une atteinte rénale. Diabète, oui. Hypertension, oui. Et insuffisance rénale, bien sûr, conséquence des deux précédentes. Mais l'obésité peut être à l'origine du diabète et de l'hypertension artérielle. Donc, indirectement, on peut l'attribuer aussi à l'insuffisance rénale. Voilà pourquoi on a fait cet acronyme global. Et parce qu'il nous manquait une voyelle aussi. D'accord, c'est vrai. Et parfois, il faut mieux que ça soit bien à l'oreille. Et ma question, c'est aujourd'hui, comment le public d'abord, on parlera des patients ensuite, comment le public regarde ces pathologies? Ah, je penserais qu'il vaudrait mieux s'adresser à la diététicienne parce que pour ma part, on est un peu confiné dans notre quant à soi. On est autour de nos malades, on soigne nos malades, donc on n'a pas vraiment d'approche au niveau du public. En revanche, on a une clientèle, on a une patientèle et en consultation, on peut largement intervenir, dialoguer et dire les choses. Alors, comment le public voit-il cela? J'ai pas l'impression que j'ai pas la sensation qu'il y a encore une prise en charge, une prise en compte de conscience suffisante de l'ensemble de la population réunionnaise sur l'approche de ces maladies-là, qui pourtant sont au premier chef les maladies responsables des complications cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité à La Réunion. D'accord. Angélique Técher, vous êtes donc atteint d'une insuffisance rénale, c'est ça? Oui, Donc vous êtes dialysé oui. depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. D'accord. Quand ça vous tombe dessus, ça fait quoi? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que en plus, moi, je l'ai découvert 3 mois après l'accouchement, donc j'avais un bébé en bas âge chez moi. Et quand on vous appelle et que le médecin vous dit, on vous attend à Belle-Pierre pour vous hospitaliser d'urgence parce qu'il y a un problème, ça fait bizarre. Et à ce moment-là, quelle est j'allais dire, la sensation, dans quelle émotion vous êtes? Un peu perdu. On sait pas trop ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous diagnostiquer, donc on attend, on nous fait faire des examens. Moi, j'ai fait une biopsie. C'est à la suite de la biopsie qu'on m'a dit, voilà, insuffisance rénale à un stade très avancé, mais on va essayer des traitements et on verra. Donc j'ai mis quand même 4 ans avant d'arriver à la dialyse. D'accord. Et ce qui veut dire que depuis, avant, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des antécédents dans la Aucun famille? antécédent.
D'accord. Est-ce qu'ils ont on a diagnostiqué l'origine de cette Non insuffisance? plus. Non plus. Non. Donc aujourd'hui, c'est de dire que c'est arrivé, il faut vivre avec. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand ça arrive, et comment on vit avec? Je sais pas trop. Je me pose tous les jours la question de comment je fais parce que finalement, je me suis dit que je l'ai bien prise et que j'ai accepté à peu près tous les traitements et que je suis arrivée à la dialyse. Ce qui m'a finalement sauvé la vie puisque j'ai retrouvé une activité normale chez moi. J'ai pu reprendre mon activité professionnelle, m'occuper de mes enfants. Mais je sais pas comment je l'ai fait. Je me pose toujours la question tous les matins en me disant comment je fais pour tout gérer. Pour tout... Mais je l'ai accepté, je vis avec. Je me pose pas de questions, je vis avec. Ça chamboule beaucoup la vie. C'est tous une les autre jours. vie. C'est une autre vie. Ouais. Enfin, c'est une vie en tout cas. Oui, oui, oui. Mais c'est pas celle qui était avant. Non, non, pas du tout. D'accord. Et je reviens à ça. Docteur, est-ce qu'il y a j'allais dire des origines particulières qui amènent aussi bien l'insuffisance rénale que les autres Alors, si maladies? on fait le camembert des causes originelles de l'insuffisance rénale à La Réunion ou ailleurs, mais à La Réunion particulièrement, parce que c'est ça qui nous intéresse, il y a 2 grandes causes. Il y a 1, le diabète, 2, l'hypertension, ou 1, l'hypertension, 2, le diabète, on ne sait pas bien les ordonner. L'essentiel, c'est que ces 2 grandes causes aboutissent à 2/3 des mises en dialyse chaque année. Donc, il en reste 1/3. Bon, on va parler de l'autre tiers tout à l'heure. Là, on est là pour parler d'obésité, diabète, hypertension, donc on va parler de ça. 2/3 des causes de mise en dialyse chaque année. Alors, partant de ça, on se demande d'où vient ce diabète et cette hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a des causes génétiques, est-ce qu'il y a des causes environnementales, est-ce qu'il y a d'autres causes alimentaires, etc. Donc, on est là pour en parler. Ce qui est clair, c'est que lorsque ça n'est pas bien contrôlé, ni le diabète, ni l'hypertension, qui ça d'ailleurs sont des frères ennemis du rein, sont des frères amis, mais qui sont ennemis du rein, sont souvent ensemble d'ailleurs, eh bien, lorsque cela est présent, effectivement, si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire si on ne soigne pas le diabète qui ne parle pas cliniquement, si on ne soigne pas son hypertension qui ne parle pas cliniquement, donc ce sont des maladies silencieuses, fourbes, perverses, qui aboutissent à la destruction non seulement de la fonction rénale, mais des tas d'autres choses dans notre organisme. Alors nous, on oriente évidemment la discussion sur le rein, mais il n'y a pas que le rein qui puisse être malade de ces 2 frères ennemis. En termes d'obésité, en termes de diabète et un peu d'hypertension, on parle souvent d'alimentation à La Réunion. L'alimentation est souvent pointée du doigt. Mauvaise alimentation, déséquilibre nutritionnel. Pour vous, en tant que médecin, est-ce que l'alimentation réunionnaise est vraiment à l'origine, participe ou concourt au développement de ces maladies? Alors moi, je dirais que je suis un peu passéiste dans cette affaire. Je crois que le curry a d'excellentes vertus pour combattre évidemment ces 2 pathologies-là. Alors que l'alimentation moderne, l'alimentation dite fast-food, ou les caries déséquilibrés avec trop d'huile, ou une alimentation rapide, le kebab, le camion-bar, etc., tout ça n'est pas très bon pour la santé des Réunionnais, et en particulier de ceux qui ont diabète et hypertension. Donc il est clair que l'évolution nutritionnelle de ce qui se passe à l'île de la Réunion ne va pas dans le bon sens. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans d'autres médias ultérieurement. Mais c'est vrai que le curry longtemps, il a des vertus auxquelles on ne pense pas assez, auxquelles on n'attache pas assez d'importance. Mais Julie va nous en parler, je pense, plus avant. Oui, on va en parler. On va juste recevoir... alors, qui on doit recevoir? Donc, c'est donc Élodie Léard. Elle est également patiente. Bonjour, asseyez-vous. Alors, la question, Élodie Léard, quand on parle de... Alors, est-ce qu'il faut parler de nutrition, de diététique? Et d'ailleurs, quelle est la différence? Parce que souvent, on en parle des 2, mais on ne voit pas trop on voit pas trop comment ça se... Quelle est la différence? Alors, aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, on parle de nutrition, En fait, on peut parler de nutrition et d'alimentation. La seule grande différence qu'on peut faire, c'est vraiment entre le métier de diététicien ou diététicienne et médecin nutritionniste. En fait, nutritionniste, c'est un complément d'un autre métier. Par exemple, moi, ma fonction globale, c'est diététicienne nutritionniste. C'est un complément. Donc là, la seule différence, c'est oui, au niveau des études qui sont faites entre un diététicien et un médecin nutritionniste, par exemple. Mais après, en termes généraux, quand on parle d'alimentation, on peut parler de nutrition. Diététique, moi, j'ai un peu du mal. Les gens mettent souvent le terme diététique sous régime, frustration, et on va faire ça 2 mois et ça va marcher et on arrête. J'aime pas trop le terme de diététique même. Je préfère nutrition et alimentation. Ou rééquilibrage alimentaire, c'est encore mieux.
La question, elle est récurrente par rapport à ce que vous voulez dire, Julie Lorette, puisque vous êtes diététicienne, c'est quelle est la bonne alimentation? Et je pose la question également au docteur. Qu'est-ce que doit manger l'être humain, et je parle du Réunionnais, aujourd'hui dans son ensemble, qu'est-ce qu'il doit manger pour éviter de provoquer ces pathologies qu'est l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale? Moi, en général, ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas d'aliments interdits. En fait, c'est vraiment plus une question de quantité. C'est-à-dire vraiment de ne pas abuser des bonnes choses, comme on fait un peu tous des fois. Hein. Je veux dire, après, bon, bah, y a les fêtes, ça c'est normal, on va dire. Mais après, sur une alimentation de tous les jours, la variété, la qualité aussi des aliments, et surtout au niveau de la quantité. Chacun a sa propre quantité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter en général de suivre ce qu'on peut lire sur Internet, à gauche ou à droite, qui en général sont des choses moyennes. Parce que il y a quand même quelque chose qui est magnifique avec Internet, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de nutritionnistes, de diététiciens. Et après, à un moment donné, il y a aussi beaucoup de méthodes de guérison, de bien-être. À un moment donné, la question, c'est, docteur, c'est qu'est-ce qui est bon finalement? Qui faut choisir? Qui dit la vérité? Vous voulez que je parle d'Internet? D'abord, il y a beaucoup de fake, donc beaucoup de choses fausses. Et la deuxième chose, le problème d'Internet, c'est qu'il y a une foison de références, une foison d'informations, si bien que le vulgum pecus, le quidam, s'y perd et ne sait pas s'y retrouver. Donc en fait, il faut certes aller sur Internet, mais il faut s'informer, noter des choses qui paraissent importantes à vos yeux, et après, aller en discuter avec votre médecin. Je pense que c'est la seule façon d'avancer, de progresser. Après, le médecin peut vous conseiller sur tel ou tel site. Mais faites d'abord votre recherche et ensuite allez en discuter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes et puis beaucoup de choses qui sont vraiment très dangereuses. Je pense par exemple le régime dissocié ou le régime hyperprotéique. On parle encore de régime, de diététique, disons, qui n'aboutissent à rien, in fine. Ou encore les pubs que l'on voit à la télé, j'ai maigri de 15 kilos en 3 mois, ça, n'y comptez pas, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que vous avez rétréci le volume de votre estomac par une opération de chirurgie bariatrique. Sinon, vous ne pouvez pas. Ou alors, vous êtes à Auschwitz. Donc, ça n'est pas possible. De perdre 15 kilos en 3 mois, c'est 1 kilo par mois si on veut maigrir. Et on va perdre effectivement, à ce moment-là, en un an, on perdra entre 10 et 15 kilos. Mais on ne peut pas le faire en 3 mois. Donc ça, c'est des choses qui sont fausses, il faut le savoir. Après, dans l'équilibre alimentaire, effectivement, tout est bon. Tout ce que l'homme peut manger, qui n'est pas un poison pour lui, il peut le manger. C'est une question d'équilibre entre les divers nutriments. Vous avez les protéines, vous avez les lipides, vous avez les glucides. Et dans les glucides, vous avez les glucides lents, les glucides rapides. Et puis vous avez tous les oligo-éléments, les vitamines. Tout ça fait partie d'une alimentation normale et doit permettre à l'homme de vivre de manière équilibrée. Puis un deuxième facteur, c'est la règle hygiénique. C'est pas seulement la règle diététique, c'est la règle hygiénique. Avoir une activité physique, ne pas passer son temps devant les écrans, se reposer, non pas reposer son cerveau, mais reposer son corps en permanence, ça n'est pas bon. Car c'est là qu'on fait du gras, c'est là qu'on fait de l'obésité, c'est là qu'on fait de l'insulinorésistance. C'est-à-dire le lit de la rivière qui va nous mener dans l'océan du diabète. Il faut faire attention à ça. Alors, bienvenue, Élodie Léard, donc également patiente. Est-ce que combien de temps vous dialysez? Ça fait à peu près 12 ans. Il faut savoir que j'étais greffée 6 ans. Et donc, voilà. Et quand vous dialysez, ça change beaucoup l'alimentation? Vous faites beaucoup attention? Oui. On est obligé... parce que, on évite quoi? Les féculents? Le potassium, entre autres. D'accord. Donc pas de banane? Voilà. Moi, j'aime les fruits. Hein. Et c'est vraiment une contrainte pour moi. C'est vraiment... voilà, quoi. Et on évite le phosphore, tout ce qui dit phosphore. Le poisson? Le poisson, que j'aime beaucoup aussi. Donc, et puis l'eau. Mais ça, c'est... Alors, c'est une eau particulière? Il faut une eau très filtrée? Ah non, c'est pas du tout ça. On est en restriction d'eau. Oui, on est... en fait, par rapport à la durée que la personne, en fait... Le volume de pipi que la personne fait par jour, ben, c'est en fonction de ça qu'on rajoute 75 millilitres par jour, à peu près. 50 centilitres sera mieux. 50 centilitres 50. Oui, à peu près 500 millilitres d'eau par jour. 3 verres d'eau par jour, on a droit. D'accord.
Pareil pour vous, Angélique Técher, Oui, c'est la nourriture. Pour tout le monde, Ouais, pour tout le ouais, monde. La nourriture aujourd'hui, c'est... Ouais, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on peut manger de tout, mais jamais en excès. Parce que c'est pareil, il faut pas manger trop de potassium, pas trop de phosphore et Réduire la quantité. pas forcément. Enfin, les quantités, oui. Après, c'est pareil, c'est en fonction aussi de son appétit, c'est en fonction de son état, c'est en fonction de son environnement aussi. Moi, je sais que j'essaye de faire attention sans trop me priver. J'aime bien manger, je suis une bonne vivante, donc c'est compliqué parfois. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de réduire son estomac. L'anogastrique a été... Oui, C'est quelque chose de... ça reste contingent. Hein, Ouais. Il y a quelques publications qui ont dit ou prétendu que le fait d'avoir un anneau gastrique et donc de maigrir de suffisamment de kilos permettait de faire disparaître les maladies métaboliques, le syndrome métabolique, le diabète et pourquoi pas l'hypertension artérielle. C'est vrai sans doute dans certains cas, mais il ne faut pas en faire une généralité. On indique ces mesures extrêmes chirurgicales que lorsqu'il y a une obésité morbide majeure, hein, au-delà de 40 ou de 50 d'IMC. IMC, c'est le rapport entre le poids et la taille. Et donc, forcément, dans ces cas-là, on peut faire de la chirurgie bariatrique, mais il ne faut pas en faire une fin en soi pour guérir du diabète. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir d'abord pour guérir de l'obésité morbide. Non, parce que je me suis toujours rendu compte que l'anogastrique ne réduit pas l'appétit, parce que comme c'est plus dans la tête que dans le corps, on peut mettre... C'est-à-dire que la satiété vient beaucoup plus vite. Donc ça permet de diminuer considérablement le volume des repas. Et ce qui est paradoxal, le volume, j'ai déjà vu des gens vraiment mettre les moyens pour garder c'est un volume de nourriture. Oui, ben là, je ne sais pas comment ils font. Là. Alors, je voulais revenir sur l'entretien que vous avez eu avec nos deux dialysés. Lorsqu'on est dialysé, c'est quand même très, très particulier. Donc, il ne faut pas confondre ce qui se passe dans la population générale avec ce qui se passe chez un dialysé. Il faut voir l'insuffisance rénale, donc le fait que l'émonctoire rénal, l'émonctoire, c'est la passoire, c'est l'épurateur, si vous voulez, le rein comme un épurateur. Il est là pour nettoyer l'organisme, enlever les poisons. Lorsqu'il ne marche plus, on s'empoisonne. C'est un empoisonnement, l'insuffisance rénale, il ne faut pas le voir différemment. On vous a parlé de phosphore et de potassium. Ce sont deux poisons, l'un pour le cœur, l'autre pour les os, qui aboutissent à un mal-être du dialysé. Donc si on n'y fait pas très attention, et ils y font très attention, c'est la première chose dont ils vous ont parlé, avec la quantité d'eau. L'eau aussi peut être un poison chez l'insuffisance rénale. Mais évidemment, chez tout un chacun qui a une fonction rénale normale, ni le phosphore, ni le potassium, ni l'eau ne sont des poisons. Il ne faut pas les voir comme ça. Donc là, c'est un régime très particulier pour elle, mais pour l'ensemble de la population générale, si on veut revenir sur le sujet qui nous intéresse, le diabète, l'obésité, l'hypertension, il y a des choses à faire, comme par exemple l'hygiène, l'hygiène de vie, le sport, l'activité physique, mais aussi effectivement des considérations diététiques, non pas de régime ou d'interdiction, mais de rééquilibrage. Par exemple, si on veut parler du sel, il est clair qu'à La Réunion, on mange beaucoup trop de sel. Au-delà de 12 grammes, 12 à 20 grammes, ce sont des quantités considérables, un peu équivalentes à celles du chinois maintenant, parce que les Chinois mangent énormément de sel. Eh bien, si on ramenait la proportion de 6 à 12 grammes, on éliminerait une bonne partie d'hypertension artérielle, ou au moins on réduirait la résistance au traitement antihypertenseur de telle manière que peut-être on ralentirait l'approche vers l'insuffisance rénale. Ça peut être aussi simple que ça, diminuer la quantité de sel. Pour le diabète, si on arrêtait simplement dans ce que l'on voit, dans les désirs que l'on a, on passe devant une boulangerie, il y a un joli croissant, un joli gâteau, on a envie de le manger. Quand on est diabétique, il faut se mettre dans la tête que ceci est interdit, car ce sont des sucres visibles. Tout ce qui est sucre visible, c'est pas forcément mauvais, hein. Le glucose est le premier carburant du cerveau, donc on en a besoin. Mais on peut avoir du glucose sans avoir à manger du sucre visible. Donc tout ce qui est sucre visible est mauvais pour le diabétique. Donc rien que faire ça, on pourrait diminuer la quantité de médicaments contre le diabète et partant mieux équilibrer le diabète et donc moins conduire vers l'insuffisance rénale. Ça peut être des mesures aussi simples que ça. Je pose la question à vous deux, et je pense que vous quatre également. Il y a une chose qui est réelle, c'est-à-dire la nourriture, c'est quand même la première addiction de l'être humain. Manger à des heures fixes ou en dehors, c'est quelque chose qui, heureusement ou malheureusement, est devenu quelque chose de très automatique. Comment, justement, faire en sorte que l'addiction soit moindre et que l'être humain ait moins souvent envie de manger, ou jeûne un peu plus, je n'en sais rien. Julie. Après, moi, ce que j'ai remarqué ici, parce que j'ai quand même fait mes études en métropole, et c'est en revenant ici que je me suis rendu compte de ça, en fait, c'est que
à La Réunion, la nourriture, c'est au centre de toutes les familles. C'est les pique-niques le dimanche, c'est les repas de famille, c'est à l'anniversaire, il y a tout est bon prétexte pour avoir le repas grand, long, le gros buffet, le banquet. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ici de dire aux gens mangez moins ou manger moins de ça ou essayer d'espacer dans le temps. Enfin, je reviens sur ce que le docteur Bourgeon disait par rapport au sel. Il faut savoir qu'il y a des recommandations pour la consommation des aliments salés, autant que de recommandations pour l'ajout du sel dans les repas. Mais sur les aliments salés, type charcuterie, normalement, c'est une fois tous les 15 jours. Est-ce que vous voyez dire à un Réunionnais, les charcuteries, c'est quand même saucisses, boucanais, tous les pâtés et tout ça. Enfin, dire à un Réunionnais de manger ça une fois tous les 15 jours, c'est quand même c'est compliqué. Alors, Non, le lui dire, c'est possible. Oui, le lui dire, c'est possible. C'est ça. autre chose. Oui. C'est ça. Et après, si on rajoute encore des aliments type conserve, qui là aussi sont salés, donc on en rajoute. On reprend la morue, tsounouk, tout ça, c'est salé. Donc, et moi, j'ai déjà des patients qui m'ont dit, le lundi, on fait des saucisses, le mardi, on fait boucané, et puis le vendredi, c'est la morue. Alors, il faudrait prendre un des trois et manger tous les 15 jours. C'est assez compliqué pour être entendu là-dessus. Donc, on va essayer de leur donner les petites astuces pour réduire le sel. Donc, oui, bien faire bouillir avant. Essayer de ne pas rajouter le sel en plein milieu de la cuisson parce qu'il y aura pas la saveur tout de suite. Donc, on va plutôt le mettre en fin de cuisson. On va essayer de saler plutôt son plat plutôt que de saler la grosse marmite où la quantité peut vite partir comme ça. Donc, c'est des petits conseils parfois plutôt que d'essayer de tout... Maintenant, effectivement, si on arrivait à réduire, il y aurait considérablement des changements au niveau de ces maladies, quoi. À ce niveau-là, donc il y a une éducation à faire. Oui. D'accord. Je vais vous poser la question, c'est pour vous, c'était ça? C'est de s'éduquer, c'est de se former à une autre façon de cuisiner et pour pouvoir mieux vivre? C'est sûr. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que de toute manière, le rééquilibrage alimentaire ou même tout ce qui touche à la nourriture, je pense qu'il faut commencer déjà par nos enfants et leur dire mais le McDo, voilà, tout ce qui est fast-food ou tout ce qui est repas rapide, c'est pas très bon une fois de temps en temps pour se faire plaisir, oui, mais pas tous les jours. Et ça, je pense qu'on a du mal en tant que parents aussi d'éduquer les enfants à une bonne alimentation. D'accord. Pour vous? Et moi, c'est pareil, mais c'est vrai qu'en tant que dialysé, comme tout à l'heure on disait, en fait, vous disiez tout à l'heure, Angélique disait la quantité, on est limité en quantité, mais c'est pas vraiment en quantité, parce que par exemple, les fruits sont bons pour la santé. Mais chaque fruit a, par exemple, les fruits ont une quantité de potassium, et une banane ou un avocat ou une pomme n'a pas la même quantité de taux de potassium, en fait. Et c'est là, c'est plus difficile, en fait. C'est que on peut pas manger comment dire, un avocat, en fait, tout entier. On peut pas. On est vraiment limité. Et si on a mangé ça, il faut faire attention derrière. C'est une frustration? Oui. Une très grande frustration. Docteur, j'allais vous demander, on parle de nourriture, mais quelles sont les autres, je dirais, s'il y a vraiment d'autres sources qui déclenchent les insuffisances rénales? Alors, on va parler des autres causes que génétiques ou comportement alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a des causes environnementales? Probablement oui. Un exemple simple qu'on va citer, c'est du passé, mais c'est du passé réunionnais relativement récent, mais ça nous ne touche guère maintenant. C'est au sortir de la guerre. Le Réunionnais donc était exsangue, il avait subi le blocus des Anglais, donc il mangeait plus à sa faim, il mangeait des rats, il mangeait des choses abominables, et il mangeait du manioc cru. Jusqu'après qu'il commence à le faire bouillir. Et quand il mangeait du manioc cru, il mangeait des thiocyanate. Mais il ne le savait pas. Et le thiocyanate, c'est un toxique pour le pancréas. Donc il y a un certain nombre de Réunionnais de cette classe d'âge, c'est-à-dire nés dans les années 40 ou dans les années 30, qui ont mangé du manioc cru et qui ont intoxiqué leur pancréas et qui, 20, 30 ans, 40 ans après, on les retrouve plus maintenant parce qu'ils sont très âgés ou ils sont morts, mais qui dans les années 80-90 étaient la genèse d'un certain nombre de pancréatites chroniques, qu'on appelle le diabète de type 3, à l'origine d'un certain nombre de maladies donc diabétiques
et de patients que l'on retrouve en dialyse. J'en ai soigné quelques-uns comme ça. D'accord. On va juste rappeler que c'est le pancréas qui... Ça reste très contingent, encore une fois, mais c'est une des causes environnementales. De nos jours, avec l'utilisation des produits dits phytosanitaires, je mets énormément de guillemets, donc on va dire les pesticides, il est possible qu'il y ait un certain nombre de diabètes dont la genèse soit la conséquence d'absorption d'aliments imprégnés de ces pesticides. J'ai quelques études, si vous voulez, on peut en parler sur ce sujet-là. Juste pour rappeler pourquoi on parlait du pancréas, parce que c'est... Le pancréas est la glande qui sert à l'absorption des graisses digestives, donc alimentaires, et qui sert aussi à sécréter l'insuline, c'est-à-dire à compenser le bol glucidique alimentaire en faisant sécréter l'insuline qui va aider à l'absorption du glucide alimentaire dans les cellules, d'abord les cellules hépatiques, ensuite les cellules graisseuses et in fine dans le cerveau. D'accord. Alors, il nous reste 6 minutes pour conclure cette première partie sur donc l'hypertension. Je vous pose à vous les 4 questions. Quel serait selon vous le bon comportement à avoir pour ne pas arriver à une situation de dialysé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'individu, est-ce qu'il y a déjà un génétique propice à développer l'hypertension, ou c'est son comportement qui va l'y amener? Je pense que d'abord, il y a un facteur génétique. Il y a des hypertensions, c'est des histoires familiales. C'est d'ailleurs à ce point des histoires familiales qu'on n'y prend pas compte, parce que l'aîné est hypertendu, prend des médicaments, mais finalement ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'en souffre pas. Et donc les cadets, ceux qui viennent derrière, la génération suivante, ça n'arrive pas à s'imprégner de la gravité du fait d'avoir une hypertension, qui est l'un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi le premier facteur de risque d'insuffisance rénale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en avoir lorsqu'on a une pression génétique comme ça? Je pense encore une fois, c'est une question de comportement, d'équilibre, de règles hygiéno-diététiques. Moi je pense que l'activité physique, c'est quelque chose d'essentiel. Dans le temps longtemps, comme on dit à La Réunion, quand il n'y avait pas cahier, quand il n'y avait pas fou, quand il n'y avait pas les voitures, on marchait, on descendait des hauts vers les bas, on remontait des bas vers les hauts, on était maigre, on était mince, on n'était pas gros. Et surtout, il y avait un fait sociologique qu'il fallait rappeler, c'est qu'il n'y avait pas les mêmes moyens pour vivre. Absolument. Il fallait travailler pour manger, voilà. Et si on ne travaillait pas, on ne mangeait pas. Et le manger était sans doute plus sain. Tout à fait. Par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Donc, effectivement, on ne grossissait pas, on était mince, on avait des muscles, on marchait, on avait une activité physique, et finalement, on était assez peu hypertendu et diabétique. Donc, c'est la sédentarité, c'est le mode de vie moderne, la malbouffe, la voiture qui ont amené notre civilisation à cultiver l'obésité, non pas comme un dieu, naturellement, mais la cultiver pour aboutir à des maladies, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, et qui est l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui autour de cette table. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, pour rejoindre le médecin, je dirais que c'est avoir une hygiène de vie qui est correcte, faire de l'activité, manger correctement, sans excès, mais tout en se faisant plaisir. Et puis, surtout, essayer d'avoir une vie saine dans un monde moderne qui est pas souvent facile, quoi. Oui. Moi, je suis pas très d'accord. En fait, par rapport à mon cas, moi, je suis tombée malade à l'âge de 20 ans. Je faisais très attention. Je ne buvais pas de soda. Il y a une forme d'injustice, c'est ça. Et je ne buvais pas de soda, pas de trucs sucrés, pas de graisse. J'avais ça, j'ai enlevé la peau sur la volaille et tout. Et petite anecdote, tout le temps je disais à mon mari, fais attention, ne fume pas, ne fais pas ça, c'est pas bon pour la santé. Et j'étais mince. Voilà, j'avais 20 ans. Voilà, pleine vie et tout. Et ça m'a pas empêché de tomber malade. Après, peut-être c'est génétique. Oui, Elodie, il faut dire quand même que ta maladie, on va pas la révéler là, mais ta maladie n'est pas une maladie des ODIR. Tu n'as pas une maladie d'obésité, hypertension, diabète. Non, c'est autre chose. C'est une autre maladie rénale qui t'a conduit à l'insuffisance rénale, et en dépit de tous les efforts que tu as fait, ça n'a pas empêché cette maladie d'agir. Voilà. C'est une maladie immunitaire, donc c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Voilà. Je voulais juste rappeler que c'est pas forcément parce que on ne prend pas, on fait attention. Voilà, on fait pas attention, ou on fait attention qu'on ne tombe pas malade. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Non, je veux dire, il y a une forme d'injustice dans la façon de ressentir les choses. Et c'est pour ça que je vais revenir à ça.
c'est de prendre des précautions, mais on ne sait pas si les précautions seront suffisantes pour... C'est le jeu de la vie, hein. C'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'on aura beau faire... c'est comme Madame disait, qu'on aura beau faire attention, il peut y avoir un jeune qui ne fume pas, ne boit pas, peut faire un AVC à 20 ans, mais les conditions sont différentes pour chacun et c'est le destin, on a presque envie de dire. Maintenant, oui, autant mettre toutes les chances de son côté et d'essayer depuis le début de faire attention et, comme elle disait, d'éduquer les enfants pour essayer d'éviter l'apparition de tout ça plus tard, quoi. D'accord. Et comment inciter les gens, comment sensibiliser les gens à justement à prendre des précautions? Comment vous pensez faire? Je peux répondre. Je pense que, bon, après, on m'a dit qu'il ne faut pas passer un message, mais je pense qu'il faut sensibiliser les gens beaucoup avec des images. Je me rappelle j'étais en 5e en cours de biologie. Vous vous rappelez le livre de biologie? Je sais pas, avec les poumons, la personne qui fumait avec le poumon noir. Mais ça m'a marqué jusqu'à maintenant à vie, quoi. Et c'est vrai que vous me direz que sur les paquets de cigarettes, il y a tout ça. Mais montrer vraiment aux gens les conséquences du diabète, mais par exemple, voilà, si on ne se soigne pas un bobo, on peut se faire couper la jambe, les doigts de pied, tout ce qui s'ensuit. L'hypertension, peut amener voilà, à l'insuffisance rénale. Mais montrer vraiment des personnes dialysées. C'est vrai que, voilà, montrer vraiment les conséquences. Faire les conséquences de comportement. Parce que nous-mêmes, moi, je pense que Angélique et moi, beaucoup de patients dialysés sont passés dans ce cas-là. En fait, on rejette l'idée d'être dialysé, en fait. On a tellement d'appréhension, mais même des on-dit qui sont pas vraiment fondés, en fait. Et que, on retarde l'échéance de la dialyse. Et c'est une erreur, en fait. Parce que après, on arrive en catastrophe en dialyse. Et il faut on n'est pas plus préparé que voilà. Finalement. Et finalement, au final, on voit que on est mieux, en fait. Ça nous fait plus de bien que de mal. Parce que dans l'état qu'on est, moi, je suis arrivée, j'étais amaigrie, je vomissais du sang, franchement. Parce que quand on m'a fait la fistule, je me suis cachée 1 an. Je voulais plus entendre parler de quoi que ce soit. Et je me disais, non, ça va aller, je vais guérir, tout ça. Non, c'est faux, en fait. Au contraire, le corps se dégrade, on est mal, voilà, on va mourir. On voit la mort de face, en fait. Et c'est là que on s'est dit, mais non, on va passer par la dialyse. Et quand on est allé se dire, en fait, j'ai raté beaucoup de temps, en fait. Et je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Ils retardent l'échéance parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de beaucoup de choses. Et je lui dis, il faut te faire témoigner des gens pour leur montrer que c'est vrai qu'on a des contraintes par rapport à la dialyse, que c'est vrai qu'on a des contraintes par rapport à l'alimentation, mais on vit quand même. On vit une vie normale. On retrouve une vie normale. Oui. Je sais pas combien de temps tu es dialysé. Moi, si je regarde, à 20 ans de ça, j'aurais été plus là. J'aurais été... Voilà. Définitivement, on va dire. Voilà. D'accord. En tout cas, on vous a entendu. On vous a laissé d'ailleurs déborder de 2 minutes la partie qui était prévue. Merci en tout cas donc à Élodie Léa pour son témoignage. Angélique Técher également pour le témoignage. Merci à Julie Lerette, donc diététicienne. Elle reste avec nous. De toute façon, elle va revenir pour la deuxième partie puisqu'on va parler d'obésité. Et merci bien sûr à Bruno Bourgeon, donc docteur et néphrologue, qui nous a parlé donc de l'insuffisance rénale. On tourne une page. On tourne donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler d'obésité. On aura avec nous de nouveau Julie Lerette, donc diététicienne. De nouveau bonsoir, de Pôle Prévention. Bien sûr, le docteur Bruno Bourgeon, avec qui on va parler cette fois-ci d'obésité. Bonsoir Jessimi. Et puis, on va recevoir, on les a déjà reçus tous les deux d'ailleurs. D'accord, alors Valérie Fernès du CNAO, ce qui veut dire Collectif national des associations d'obèses Réunion Mayotte. Il a le poids des mots, mais le mot, il écrit M-O-T-S. Fabrice Sokolingom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jessimi, bonsoir à tous. Alors, l'obésité, c'est une des pathologies de l'ODIR. Alors, comment définir c'est quoi l'obésité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un mot particulier? Est-ce qu'il y a une signification? Parce qu'il y a des gens qui naissent avec cet héritage génétique et ça reste. Et il y a ceux qui deviennent
par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à l'alimentation. C'est quoi l'obésité? On va laisser Julie. Alors l'obésité, principalement, c'est du gras en trop. D'accord. Je simplifie, on va dire. On va justement pas parler de poids, parce que dans le poids en trop, on peut avoir du muscle. Donc là, on va pas s'en plaindre, on va dire. Ça arrive souvent quand on calcule l'IMC, l'indice de masse corporelle d'un sportif de haut niveau, par exemple. Il peut être dans le surpoids, mais visuellement, on voit que c'est du muscle et pas du gras. Donc vraiment, l'obésité, on va le catégoriser dans un surplus de gras à l'intérieur du corps. Alors, et c'est ça qui est surprenant, c'est ce que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même un vrai stock de graisse. Comment ça se fait? Alors, la répartition de la graisse dans l'organisme, elle est, disons, gros doigt, elle est de deux sortes. Elle est extérieure, c'est-à-dire sous la peau, c'est ce qu'on appelle la graisse pariétale, donc faite d'adipocytes qui grossissent avec le temps et qui sont l'objet de la cible de l'insuline, là où l'insuline va agir principalement pour eutrophier ces cellules, les faire grossir avec un régime inadapté, on va dire. L'insuline, c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire qu'elle fait grossir. Elle fait grossir les cellules et particulièrement les cellules des adipocytes. Donc les adipocytes, cellules de graisse, sont sous la peau, obésité pariétale, adiposité pariétale. Et puis il y a la deuxième version de la graisse, c'est l'obésité viscérale. La graisse qui se dépose autour des viscères, autour du foie, autour des intestins. Il y a des dépôts de graisse qui s'organisent à l'intérieur, autour du rein, autour de tous les viscères. Vous avez de la graisse qui se dépose, on appelle ça la graisse viscérale. Et c'est celle-là qui doit être notre objet, notre cible, car c'est celle-là qui est la genèse de tous nos maux du syndrome métabolique et des complications ultérieures de l'obésité. Pas tellement la graisse pariétale, surtout la graisse viscérale. C'est bizarre, à chaque fois que je regarde Valérie Fernandez, je me pose la question, à quel moment de votre vie vous avez eu ce problème d'obésité? À l'adolescence. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai pris plus de 40 kilos en un an. Et après, toute ma vie a été les régimes yo-yo. J'ai tout testé, tout ce qui existait, les médicaments qui sont interdits maintenant sur le marché. En tout et pour tout, de mes 14 ans jusqu'à mes 40 ans, j'ai pris et perdu 450 kilos. À force de perdre, de reprendre, de perdre, de reprendre. Et en 2008, j'ai eu des gros soucis de santé. Donc, j'ai commencé à faire de l'équilibre alimentaire avec la clinique Omega, où on apprend à faire de l'équilibre alimentaire et à avoir une activité physique adaptée par rapport à nos pathologies et à notre physique. Et après, en 2012, mon état de santé ne s'arrangeait pas. Il était urgent que je perde de plus en plus de poids. Donc, j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire? Donc, on m'a fait une sleeve, c'est ce qu'on appelle la chirurgie en manchon. On coupe une partie de l'estomac et on laisse juste un tuyau gastrique. D'accord. Donc, depuis, j'ai perdu 81 kilos, mais je suis toujours suivie. Parce qu'il faut savoir, c'est obèse un jour, obèse toujours. Donc, il faut être en équilibre alimentaire et en activité physique adaptée toute sa vie durant. On doit continuer à faire de l'équilibre alimentaire, on doit continuer à avoir une activité physique adaptée avec, comme disait tout à l'heure la diététicienne, avoir des aliments plaisir une fois tous les 15 jours. Et on l'apprend avec les diététiciennes, avec la clinique Omega, et il faut effectivement un grand suivi psychologique pour l'acceptation de son corps avant et après la chirurgie. D'accord. Fabrice Colingom, l'obésité, ça a commencé à quel âge? Pareil, adolescence. C'est de famille? Ouais, c'est de famille, oui. D'accord. Et Après, on dit quand t'es bébé, on pleure, ben, tu donnes à manger. Voilà. c'était vraiment la nourriture? C'est manger, Ouais, c'est manger, la nourriture, manger. oui. La nourriture. Et à quel moment vous l'avez pris conscience que... Une fois, j'ai vu un reportage à la télé sur la clinique Omega. On me dit, pourquoi pas essayer de faire un tour là-bas. Moi, avec un ami, nous sommes partis. Là-bas, on nous a appris à manger équilibré, à l'imitation, le sel. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait, comme l'association a été créée là-bas aussi, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, au mois de mai, on a eu 10 ans. Mais depuis 10 ans, Quels sont la question que j'ai aussi posée à Valérie un instant, c'est vraiment tout ce les désagréments, les inconvénients quand on est en surpoids. Mais déjà, l'inconvénient, c'est déjà amarrer son basket pour baisser. C'est pas évident. Ouais.
Ben, mettre son linge même, des fois, ben, linge, il fait, il est pas évident, il est fatigué. Voilà. Même D'accord. pour marcher aussi. Ce sont des gestes de la vie de tous Voilà. les jours qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus faire. D'accord. Et c'est là qu'on sent vraiment que la Avec, maladie a et gagné. même le cœur, si on voit que le cœur commence à emballer, à battre trop vite, mais on prend conscience, ben, faut réagir. D'accord. Et quelle a été la réaction? Ben, déjà commencé à marcher. Moi, j'ai commencé à, ben, j'ai fait une petite marche de 30 minutes. Après, là, j'ai fait une temps, voilà. D'accord. Donc c'est Retrouver déjà. mettre en place une autre hygiène Voilà, de vie. moi, j'ai fait ça. Comme j'aime pas les activités physiques par avant, de faire une petite marche de 30 à une temps. Après, faire mesure, ben, le cœur, j'ai vu que le cœur, ça était mieux. D'accord. Et la question également, c'est changer de mode de vie, trouver une autre hygiène de vie. C'est la question qui revient chaque jour, La chaque première instant. question, oui, la première solution, c'est de voir une meilleure qualité de vie pour une meilleure santé. Mais moi, j'ai plus difficilement vécu le regard des autres et les réflexions des gens quand je passais dans la rue, quand je travaillais, quand... J'ouvre la parenthèse, on va pas trop rester là-dessus parce que le regard des gens, c'est quelque chose qui... C'est vrai pour vous deux, c'est-à-dire c'est le regard des gens, du public, qui est le plus douloureux à porter. Et puis l'image de la société, quand vous regardez les publicités, l'image, c'est quoi? Pour les gens, ben, ils croient que comme nous sommes obèses, On est des fait fainéants, rien. ouais. On fait néant, on mange beaucoup, on fait pas rien. D'accord. Et c'est là, c'est ça qu'il faut combattre d'abord, c'est-à-dire à quel moment le regard, la souffrance du regard est là, et à quel moment il y a une prise de conscience de la nécessité de changer de mode de vie, de schéma de comportement et de fonctionnement. Bah, ce qui est bizarre, c'est que dans mon cas, jusqu'à 90 kilos, je faisais attention à mon poids. Et après, je ne me suis pas rendu compte que je grossissais. C'est quand le médecin m'a demandé de faire quelque chose parce qu'il trouvait que j'avais pris beaucoup de poids. Moi, je disais, mais non, j'ai pas grossi. Et en fait, j'étais à 140 kilos. Mais entre 90 et 140 kilos, et on est plusieurs dans l'association, on en discute tous ensemble, il y a un moment donné où on ne se voit plus grossir. On ne se voit pas changer, mais on... Il y a un déni. Ouais, il y a un déni total. Ouais. D'accord. Et c'est vrai. Il y a, Fabrice, la question, c'est à quel moment ce surpoids saute aux yeux? Il y a la prise de conscience? Ben, c'est quand on a du mal à marcher, c'est là faut. D'accord. C'est vraiment le mal-être à ce moment-là? Voilà. Mais comment ça se fait que à 90, on sent pas le mal-être, mais enfin, on sent un mal-être, mais après, on le sent plus? Alors là, je vais D'accord. demander à des psychologues. J'ai posé la question, les causes de l'obésité, c'est d'abord la nourriture ou c'est l'héritage génétique ou autre cause? Déjà, on a un exemple chez Fabrice. Il y a l'héritage génétique évident et puis il y a le comportement familial, le comportement parental. Il dit pour pas faire crier le bébé, on lui donne le biberon. Et alors, on crée une condition. Alors, aujourd'hui, on lui refile les tablettes et le smartphone. Donc, on crée une condition. Oui, mais quand on est bébé, il n'y a pas les tablettes. Hein. On crée la condition comportementale de se nourrir pour ne pas avoir à souffrir. Car la nourriture, là, c'est le bien-être. Donc, ils ont été cultivés. Alors, je ne sais pas s'il y a un héritage génétique dans la famille de Fabrice, mais ce qui est sûr qu'il y a un héritage comportemental évident. Je ne sais pas si c'est le cas chez Valérie. Ben, moi, du côté de ma mère, tout le monde était obèse. Du côté de mon père, non. Mais c'est vrai qu'on mangeait ce qu'on voulait. Voilà. Donc, on n'est pas tous égaux devant l'obésité. Il y en a qui profitent. J'allais dire devant la nourriture, pas devant l'obésité. Mon beau-frère, il était comme ça. Je dis il était parce que là, le pauvre, il est décédé d'un cancer du pancréas. Mais il était comme ça. Et il mangeait comme 4. Moi, je mangeais autant que lui. Ben, voilà, je suis devenu ce que je suis devenu. Et je suis dans la catégorie obèse, puisque mon IMC est supérieur à 30. Eh bien, malgré tout, dans la famille Bourgeon, il y a aussi une propension au bien-être, Être bien portant. Voilà, et puis on est aussi des solides mangeurs, hein, on a le coup de fourchette bien rapide et bien approfondi. Donc, effectivement, il y a du comportement, il y a de la génétique, et puis il y a des erreurs manifestes diététiques. Là, encore une fois, je reviens sur la nécessité, et Fabrice l'a très bien appris, il l'a très bien décrit, nécessité d'avoir une activité physique, car on ne peut pas s'équilibrer simplement avec le régime. Il faut aussi une activité physique, il faut qu'on soit bien dans sa tête. C'est vrai, c'est une histoire de balance. Hein. Les calories absorbées, les calories consommées. Plus on consomme de calories, plus on absorbe de calories, moins on en consomme, plus on grossit. Et inversement, moins on consomme de calories, plus on consomme de calories, moins on en absorbe, et plus on maigrit.
Il n'y a pas de secret. Toutes les histoires de régime, ça marche pas. Je cite encore le mauvais exemple, mais je le cite parce que c'est l'exemple historique le plus marquant. C'est celui des camps de concentration. Les gens qui étaient dans les camps de concentration ne mangeaient rien, donc ils maigrissaient. Et ils étaient tout maigres. Évidemment, à des stades extraordinairement... donc on va pas décrire parce que c'était l'horreur absolue. Oui, on a mais vu ça néanmoins, voilà, c'est pour effectivement, cet ouais. exemple-là. Et à l'inverse, lorsqu'on a une activité physique voisine du zéro absolu et qu'on continue de manger, et particulièrement de la malbouffe, on aura tendance qu'à grossir, et il n'y aura pas d'autre issue que celle-là. D'accord. Je vais m'amuser à faire cette phrase, Julie Lorette, il va vous mettre à table, parce que vous allez mettre votre pied dans le plat pour ceux qui sont mal dans leur assiette. La question, c'est justement, aujourd'hui, comment, qu'est-ce qu'il faut amener? On parlait d'éducation au niveau des plus jeunes. L'éducation, c'est aujourd'hui la solution, parce que je vois qu'il y a des ateliers de cuisine, on apprend les gens à faire de la cuisine sans trop d'huile, sans trop de sel, il faut vraiment changer les mentalités pour changer les comportements. Oui, c'est déjà aussi montrer que il y a des choses à faire, mais on n'est pas obligé non plus d'aller tous les jours au marché sans aller au travail. Enfin, il y a toujours des petites solutions. Moi, c'est ce que je dis toujours pour pouvoir manger sainement, sans non plus y laisser son porte-monnaie, parce que il faut le dire, quand on a envie de manger vraiment très très sainement, il faut payer. Mais après, il y a toujours des alternatives qui sont, moi, ce que j'appelle nutritionnellement bonnes, pas excellentes, mais bonnes, et qui permettent de faire au mieux. Par exemple, oui, j'ai pas les moyens de m'acheter des légumes frais au marché ou en grande surface. Ok, je peux prendre les légumes surgelés nature, que je pourrais déjà aussi plus facilement cuisiner le soir pour les gens qui rentrent du travail, qui sont assez fatigués. On les balance comme ça, l'eau va servir à la cuisson et le légume, il est cuit. Donc, au final, on a une alternative nutritionnellement bonne, pas excellente, je le répète, mais bonne, aux légumes frais, qui lui peut parfois coûter plus cher. À la conservation aussi, on sera beaucoup plus avantagé. Maintenant, oui, le légume frais reste bien sûr le meilleur, on va pas se mentir. Mais on peut toujours, il y a part des petites astuces comme ça. Donc oui, je pense que l'éducation, même en termes de cuisine, je pense que ça vous a aidé aussi par rapport à la clinique Omega d'avoir des cours de cuisine qui vous apprennent comment bien cuisiner avec beaucoup moins d'huile, quoi. Donc c'est déjà ça de gagner, on va dire. Et aujourd'hui, quelles sont les cibles sur lesquelles, docteur, il faut travailler? Parce que les chiffres sont là, les statistiques sont là. Il y a des tranches d'âge qui sont plus enclins à l'obésité que d'autres. Aujourd'hui, quelles sont les... Repérer les causes, comme je les ai dites tout à l'heure, facteurs génétiques pour lesquels on ne peut pas grand-chose, facteurs comportementaux. Donc c'est une éducation non seulement de l'individu qui souffre de l'obésité, mais surtout de l'ensemble de son entourage, et en particulier de ses parents. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Et puis le troisième point, c'est effectivement l'équilibre diététique. Donc si on tape sur ces trois axes-là en sachant que le premier, on ne pourra pas y faire grand-chose, on aura déjà beaucoup avancé. Et je pense que c'est l'un des objets de la clinique Omega que d'aller dans ce sens-là. Et quelles sont les cibles les plus touchées? Alors on va parler un petit peu de prévalence. On a pratiquement la moitié des Réunionnais qui sont en situation de surpoids. Et on a, dans la tranche d'âge des adolescents, 20% d'obèses. Ce qui est considérable, puisque c'est les chiffres américains. Les Américains, vous savez comment ils mangent, ils mangent très très mal. Donc on ne devrait pas en arriver là. Mais c'est vrai que le goûter de 10 heures à base de chips, ça correspond effectivement à un verre d'huile. Un sachet de chips, un verre d'huile. C'est considérable, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut changer le goûter de 10 heures, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, une pâte de fruits, pourquoi pas? Une barre de chocolat, ça irait très bien. Non, il ne faut pas. Le sachet de chips, c'est très très mauvais. Ou le sachet d'autres gâteaux salés. Ou quelques samoussas. Voilà, par exemple. Le samoussa, c'est extrêmement gras. On n'y prête pas assez attention, mais comme c'est frit dans l'huile, c'est extrêmement gras. Si on ne prête pas attention. Bon. Et puis, le petit déjeuner, c'est l'un des facteurs le plus important. Le matin au réveil, il faut avoir un petit déjeuner solide pour partir du premier. Alors justement, là-dessus, quand on regarde, même sur certains sites de santé, certains disent que le repas du matin n'est pas essentiel. Il est essentiel parce qu'on a besoin de calories le matin pour démarrer. L'écolier a besoin de calories salé, pour apprendre. Sucré, salé ou bien... Les deux. Variés. Un apport protéique, des œufs brouillés, pourquoi pas une tranche de jambon, peut-être pas entière, pourquoi pas des fruits, essentiels les fruits. On est à l'heure de la journée où le cortisol, c'est une hormone dans notre corps, est le plus haut, le taux le plus haut. Or, le cortisol, qu'est-ce qu'il sert? Il permet au corps d'utiliser le sucre. Donc, il faut du sucre le matin. Il faut du sucre
il faut des protéines, Celui qui ne il mange faut pas le des matin. fruits. Il va compenser d'une manière ou d'une autre et pas forcément de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il va manger un peu plus à midi au moment où il en aura sans doute moins besoin et il va peut-être consommer vers 4 heures une barre de chocolat ou des choses comme ça qui ne sont pas très très bons. Et in fine, il va surcompenser le soir en ayant un dîner un peu plus important alors que c'est probablement le repas qu'il faudrait qu'il soit le moins important. Alors, je reviens là-dessus, il nous reste 10 minutes pour parler d'obésité. Alors, sur ce qu'on a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, finalement? Qu'est-ce que vous avez dû changer dans votre vie? C'est bien, ils sont regardés, ils vont d'abord discuter entre eux, et après on aura la réponse. Je vous écoute. De l'équilibre alimentaire Ouais. et C'est-à-dire, l'activité physique adaptée qu'il faut que je fasse régulièrement. Je c'est-à-dire, suis suivie de toute façon. Depuis mon intervention, je suis suivie à vie et par la clinique Omega et par les chirurgiens de chirurgie bariatrique. Et j'ai créé avec d'autres personnes une association de lutte et de prise en charge de l'obésité et de la chirurgie bariatrique, justement pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire, leur donner des conseils, les diriger vers l'équilibre alimentaire et l'activité physique adaptée. Donc, moi, je suis avec les membres de l'association une sorte de thérapie, mais eux sont ma thérapie. Parce qu'à chaque fois que je les vois et que je discute avec eux, ça m'oblige aussi à avoir un regard sur ma propre personne et de me dire « Attention, tu n'es pas à l'abri de redevenir obèse ». Vu que l'obésité est une maladie chronique, même si on a recours à la chirurgie. D'accord. C'est comme la thérapie de groupe des alcooliques anonymes, hein, ça revient à peu près. Voilà, pareil. D'accord. Finalement, je veux dire, on a toujours besoin d'une thérapie. Oui. Pareil pour moi, je rejoins Valérie, activité physique, et alimentation équilibrée. Et surtout, je dis aux gens de prendre un temps pour soi. Souvent, j'entends les gens dire j'ai pas le temps de préparer le petit déjeuner pour les enfants ou autre. Je dis aux gens, prenez au moins un temps pour soi, faire une activité physique pour préparer son petit déjeuner correctement. D'accord. Alors, ma question, c'est justement, on parle de nourriture. Qu'est-ce qui explique que dans le métabolisme que le corps, à un moment ou un autre, parce que en fait, je voudrais venir sur l'aspect psychologique de tout ça, parce que ça passe d'abord par le mental, je pense. Comment faire en sorte, d'abord, il y a l'acceptation de cette obésité, il y a aussi vivre avec cette obésité, le regard des gens, et comment faire en sorte, parce que, et là je pose la question, c'est plus personnel pour Valérie Fernaise, il y a une forme d'injustice dans tout ça. Oui. C'est ça que je voulais vous poser depuis tout à l'heure. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens, l'idéal féminin, la représentation de la société, les défilés de mode, comme je dis toujours, la publicité, on montre toute la journée aux enfants, aux adultes, aux adolescents, l'idéal féminin. Parce qu'une femme, on dit toujours qu'elle est grosse, un homme, on dit qu'il est costaud. La femme est toujours pénalisée par rapport au poids, par rapport à plein de choses dans la société actuelle. Il y a toujours ce besoin de rentrer dans le cadre stéréotypé que définit la société. Oui. Les gens se sentent obligés de s'identifier à quelque chose. C'est un besoin humain. Oui. C'est un besoin humain. Essayez de vous mettre... imaginez Morgane Soukramanian à 120 kilos. Est-ce que pour vous, c'est concevable? C'est pas possible. La question n'est pas posée à la bonne personne. Je suis désolé. Bueno, mais la question n'est pas posée à la bonne personne. Là, je suis vraiment désolé. Mais c'est vrai, je suis d'accord sur la façon de voir les choses. Mais encore une fois, on se définit par rapport à quoi, finalement? Par rapport à l'image que la société veut qu'on ait de nous. Alors, justement, la question, puisqu'on est autour de cette table à en parler, comment amener l'individu à se définir par rapport à lui-même? La déculpabilisation, déjà. Moi, c'est ce que je mets en avant à chaque fois. Je me dis, c'est de se dire que, oui, bon, d'accord, c'est la nourriture qui a peut-être fait grossir, mais de là à dire que maintenant, on va tout couper pour tout arrêter, j'ai tout mal fait, non, c'est pas... Il faut vraiment se dire, déculpabiliser. Ok, c'est pas grave, mais on peut faire des efforts à partir de maintenant, et le mieux, c'est de toujours faire mieux. C'est d'être pas mieux que son voisin, pas mieux que son frère ou sa sœur. C'est d'être mieux que le soi d'hier. C'est-à-dire tous les jours de faire des efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, j'ai réussi à diminuer ma quantité de sel. C'est génial. Hier, j'y arrivais pas. Demain, demain, je ferai un curry sans huile. Ah, j'ai réussi. C'est vraiment ce côté de se dire d'être mieux que soi, que le soi d'hier. Et pas d'essayer de coller à Pierre, Paul ou Jacques. D'où l'intérêt d'avoir recours à des associations de patients. Avec tout le vécu de tout le monde, de pouvoir discuter. Moi, je dis toujours, il faut verbaliser. Il existe des diététiciennes, des psychologues, des unités de prise en charge de l'obésité.
une clinique de prise en charge pour l'équilibre alimentaire et l'activité physique adaptée, des associations de patients. Moi, une association de patients obésité, chirurgie bariatrique. Fabrice, lui, il a une association Poids des mots où il fait des tas de choses, l'activité physique, des ateliers nutrition, découvrir les jus de fruits et tout ça. D'où nous, on travaille en partenariat pour que toute la population réunionnaise puisse avoir accès à toutes ces associations de prise en charge de l'obésité. D'accord, et je reviens vers Bruno Bourgeon. La question, et je vous disais tout à l'heure, l'aspect psychologique. Comment justement travailler, parce qu'on parle de thérapie, c'est quelque chose, même si elle est dans la parcimonie ou dans l'homéopathie, c'est-à-dire à petite dose, il faut quand même mettre en place un autre mode de fonctionnement. Comment la société, justement, qui est quand même responsable de cette, et quand je dis responsable de la société, je parle de nous tous, est responsable de cette situation, comment la société peut concourir à accompagner les personnes qui en ont besoin finalement? Bon, déjà, on a plein d'outils, hein. Valérie les a décrits. Elle a également décrit une partie de la thérapie comportementale, hein, qui est une thérapie de groupe. Il y a d'autres thérapies, hein. Mais bon, moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, parce que moi, je ne suis pas psychologue ou psychiatre, mais il y a un suivi psychologique nécessaire. Et Valérie l'a très bien décrit aussi. On ne peut pas faire un traitement de l'obésité sans faire un traitement de l'image de soi, donc un traitement psychologique. Et il faut que ce traitement aboutisse au bien-être, à la plénitude du patient, non pas plénitude au sens physique, mais la plénitude au sens psychologique, c'est-à-dire l'acceptation de soi. Alors, c'est sûr que la société, est-ce qu'elle a les outils actuellement pour répondre à ça? Et comme ils l'ont dit, il faudrait qu'on change de paradigme. Dans notre tête, on a un idéal de critères de beauté. Est-ce que la société veut changer ça? Non, la société, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. La société, le gouvernement, la manière dont nous vivons ensemble, gagner de l'argent ou essayer d'en économiser le plus possible. Eh bien, on ne donne pas les outils nécessaires aux gens qui s'occupent de ce problème de santé, car c'est un problème de santé majeur qui coûte une fortune à l'État, mais comme ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires, ils ont du mal à mettre l'argent là où il faudra le mettre. Et c'est effectivement l'un des points que moi, si j'étais au gouvernement, je mettrais en avant à la place Agnès Buzyn, plutôt que m'obliger 11 valences vaccinales, eh bien je ferais plutôt attention à l'eutrophie des Français. D'accord. La question, je ne sais pas si cette question va vous paraître bizarre, Valérie. La question, c'est à qui vous en voulez le plus aujourd'hui? À moi et à la société. Continuez à vous en vouloir? Oui. Je peux vous demander pourquoi? Parce que des fois, j'aurais envie de pouvoir manger, boire et rester chez moi à ne rien faire. Des fois, je suis fatiguée. J'ai l'impression que c'est une lutte de tous les jours, mais je m'accroche et je me dis que il faut que j'y arrive et que je... Pourquoi c'est vous la responsable? De toute façon, si on devient obèse, c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui avons mal mangé. On ne devient pas obèse en regardant une vitrine de pâtisserie. C'est à un moment donné, on a eu un problème. Je connais des gens qui sentent le dent du carré et qui grossissent. Hein. Ah, d'accord. Oui, peut-être. Non, c'est vrai en plus. Non, je vous assure, il y en a qui. Et un jour, j'ai reçu quelqu'un sur le plateau qui me disait je sens un carré et je prends du poids. Donc, ça m'a un peu surpris, mais. Oui, mais ça n'existe pas, non. Oh, bon. Donc. Non, mais je suis en colère contre moi parce que moi, j'ai eu recours à la chirurgie, ça fait 6 ans, c'est une lutte de tous les jours, hein, suivi psychologique, suivi diététique, activité physique adaptée, toujours me remettre en question, ne pas lâcher prise. En plus, je dois montrer l'exemple de par les associations. Et il y a des moments, j'aurais envie de lâcher, et je comprends qu'on ait envie de lâcher. Quand je regarde la télévision et que je vois que l'idéal, c'est ça, moi-même, des fois, je ne me vois pas mince, je me vois toujours obèse par moments, certaines périodes de la vie. Il y a des moments où on est fatigué, on est stressé. Moi, je ne juge personne. Chacun est devenu obèse parce qu'à un moment donné de sa vie, il a lâché prise. Il s'est lâché sur la nourriture ou des comportements d'addiction, tout ça, je ne juge pas. Le tout, c'est qu'il est important que chacun comprenne qu'il est temps de faire quelque chose, que l'obésité est une maladie chronique et qu'il existe des moyens de pouvoir la soigner. D'accord. Fabrice, pour toi, la question, ce serait d'aller vers quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seuil à atteindre au niveau du poids? Ouais, c'est d'abord de se sentir bien. Se sentir bien. Moi, je n'ai pas fixé pour un poids idéal. D'accord. C'est en fait de me sentir bien et profiter la vie avec ma famille. D'accord. C'est parce qu'il est marié qu'il dit ça. Il n'a pas été marié, il repose la question différemment. Je plaisante, Fabrice. On termine là-dessus, il me reste 1 minute. Je pose la question à vous deux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a ce rendez-vous le 9 septembre, donc dimanche 9 septembre à Saint-Leu. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Pourquoi il faut qu'ils viennent? Et encore une fois, on va répéter, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour s'informer,
Et que, comme je dis toujours, hein, c'est comme pour les accidents de voiture ou pour les maladies très graves, hein, ça arrive pas qu'aux autres. Donc c'est comme elle a dit, du 90 au 140, on se voit pas grossir. C'est pas que les autres, c'est pour tout le monde. Donc s'informer sur toutes les maladies et prévenir, il vaut mieux que guérir. Je vous laisse le mot de la fin, docteur. Une petite boutade, plusieurs patients ne viennent jamais me voir à la consultation. Ils disent pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Ah, parce que j'étais malade. Alors, quand vous êtes malade, vous n'allez pas voir le médecin. Ouais, Donc, c'est une bonne raison. Donc, allez voir le médecin, c'est-à-dire allez voir les gens, allez vous informer, et c'est comme ça que vous allez mieux combattre. N'attendez pas que la maladie soit là. Voilà. Prenez les devants. Exactement. Voilà. D'accord. En tout cas, je remercie. Je remercie donc. Alors, Julie Lorette, donc diététicienne. Je remercie Valérie Farnèse, donc du CNAO, qui va me répéter ce que c'est. Collectif national des associations d'obèses Réunion Mayotte. D'accord. Merci Fabrice Sokolagom de l'association des Poids des mots. Merci à Bruno Bourgeon, médecin, donc docteur. Donc, vous avez rendez-vous le 9 septembre, dimanche 9 septembre, sur le front de mer de Saint-Leu. L'occasion de connaître un petit peu dans quelle direction vous allez, l'occasion de vous poser aussi les bonnes questions, parce que d'une façon ou d'une autre, comme ça a été dit sur ce plateau, personne n'est à l'abri et ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci de nous avoir suivis.